Bonjour à tous, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera mon point lecture de ce mois de novembre. Mais qu'est-ce que c'est que ce cadrage, Maud? Mais c'est une cata ce truc! Je tiens vraiment à m'excuser. J'aurais eu un peu plus de temps, la vidéo aurait été un peu plus courte, j'aurais refait ma vidéo entièrement, mais là je suis désolée, je ne peux pas, je n'ai pas vraiment le temps. Donc je suis navrée, il va falloir que vous regardiez cette vidéo avec ce cadrage nul. Le contenu y est, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas plus et promis, la prochaine fois je ferai beaucoup plus attention. J'ai commencé mon mois de novembre avec le livre La 5e vague de Rick Yancey, publié aux éditions Robert Laffont, collection R. Ça faisait un moment que j'avais entendu parler de ce livre et je me suis donc lancée dans cette lecture en connaissant un résumé assez simplissime. Au final, dans ce livre, nous suivons Cassie et un autre adolescent. Donc nous suivons deux adolescents. Donc du côté de Cassie, c'est une jeune ado qui s'est retrouvée séparée de sa famille et elle se met en quête toute seule de son petit frère à qui elle a fait la promesse de ne jamais l'abandonner, de toujours l'aider. Et donc elle se lance à sa poursuite toute seule. Et de l'autre côté nous suivons Zombie, pareil, un jeune ado qui a le même âge que Cassie, qui lui a vécu différemment l'événement qui s'est passé dans ce livre et qui se retrouve un petit peu enrôlé par les soldats pour combattre l'ennemi qui arrive à leur porte. Alors l'ennemi, ce sont des extraterrestres. On suit un petit peu ce qui s'est passé lors de leur pseudo-invasion par des flashbacks, autant du côté de Cassie que du côté de Zombie. Les extraterrestres sont arrivés, il n'y a pas eu de contact et pourtant ils ont décimé la population petit à petit par vagues successives. Donc les 4 premières vagues sont passées, la 5e arrive, on ne sait pas de quoi elle traite mais on sait qu'elle va arriver. Et voilà, en gros j'ai beaucoup aimé ce livre parce que on a une narration complètement différente de ce que je pensais. Je vous explique, on alterne donc entre ces deux personnages, mais chaque chapitre en fait on alterne. On a un premier chapitre qui est la mise en place de l'histoire avec l'histoire de Cassie, avec des flashbacks dans son passé, comment elle a vécu l'invasion auprès de sa famille. On finit ce chapitre et là on plonge dans un autre chapitre et on se retrouve... on comprend pas vraiment ce qui se passe, on comprend pas vraiment et en fait on se rend compte que nous sommes dans la partie de Zombie. Donc une personne complètement différente et en fait on est un petit peu frustré parce que à chaque fin de chapitre l'auteur fait en sorte qu'on ait envie de continuer sur cette personne là. Donc par exemple on suit Cassie, il lui arrive quelque chose de fou et paf, le chapitre se termine et on tombe dans le chapitre de Zombie et là on se dit mince, moi j'aurais bien voulu continuer à suivre Cassie parce que c'est pas cool ce qui lui arrive et j'ai pas envie de suivre Zombie. Et au fil des pages, on rentre dans l'histoire de Zombie et il se passe la même chose qu'avec Cassie. Nous finissons le chapitre, il arrive un truc de fou à Zombie et on repart sur Cassie. Donc en fait j'ai trouvé que l'auteur avait mis en place une narration super intelligente qui nous poussait à continuer à lire, à tourner les pages pour continuer à savoir ce qui se passait. Et vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre, il y a quelques petits défauts que je ne vais pas, voilà, je vais pas vous inonder de détails. Mais en gros j'ai beaucoup aimé ce livre. On continue sur ma deuxième lecture, il s'agit d'After, saison 3 d'Anna Todd, publié aux éditions Hugo Roman. Donc je m'étais dit qu'il fallait que je lise un After par mois. Nous sommes donc au 3e mois et je tiens ma promesse, je lis un After par mois. Nous sommes au tome 3. Nous continuons à suivre les tribulations amoureuses de Tessa et d'Ardine.
Est-ce qu'ils vont finir ensemble? Est-ce qu'ils vont finir par se détester? On ne sait pas trop et ce n'est pas ce tome-là qui va nous donner plus d'infos. C'est toujours centré sur leur relation. Après, il y a quelques personnages qui viennent compliquer la chose ou il y a des personnages qu'on connaissait déjà avant qui viennent encore plus la compliquer. Mais je pense que ce tome-là va être décisif parce que Tessa prend une décision qui risque de changer pas mal de choses. Et c'est tant mieux, je pense. Elle décide de prendre sa vie en main, de donner libre cours à ses rêves, bien que Hardin ne soit pas d'accord et Tessa reste dans cette idée-là, ce qui est très bien. On a beau avoir son avis sur Hardin, on a beau avoir son avis sur Tessa, enfin elle fait quelque chose et ça bouge dans ce tome-là. Enfin, pas vraiment dans ce tome-là, elle prend la décision dans celui-là. Normalement, c'est dans le tome prochain où ça doit se concrétiser. Donc j'espère que ça se concrétisera. Et que le tome suivant marquera vraiment une évolution dans leur relation. Parce que entre les coups malsains que fait Hardin vis-à-vis de Tessa, Tessa qui ne dit pas tout à Hardin... Voilà, après il faut évoluer, il faut bouger et il faut avancer. Voilà. J'ai enfin commencé la saga Night School. Donc ici c'est le tome 1 écrit par C.J. Dougherty aux éditions Robert Laffont, collection R. Ça y est, j'en ai lu un. Je vais lire la suite forcément, on me les a prêtés, je vais les lire avec plaisir, oui, plaisir. Enfin, je vous raconte. Nous suivons Ali qui se fait renvoyer une fois de plus de son lycée. Et donc ses parents décident de l'envoyer à Cimmeria, qui est un internat qui est complètement paumé en pleine campagne. Elle qui a toujours eu l'habitude de se retrouver en plein Londres. Là, elle se retrouve dans un manoir sans internet, sans télé, sans rien du tout. Et elle pensait qu'elle allait détester cet endroit et finalement elle se surprend à aimer les lieux, à aimer les cours et surtout à se faire des amis parmi les élèves de cette école assez particulière parce qu'elle découvre au fur et à mesure de son temps là-bas qu'il se passe des choses étranges la nuit. Qu'il y a une sorte de société secrète qui œuvre au sein de cette école et que certains mystères accompagnent ces lieux. Alors, dans l'ensemble, j'ai bien aimé ma lecture, mais j'ai trouvé énormément de points négatifs. Donc en gros, j'ai apprécié, mais en y repensant bien, je trouve que c'est quand même assez... Je sais pas trop comment vous expliquer. Si vous voulez, on tourne beaucoup autour des amourettes d'Ali et de ses camarades. On tourne beaucoup autour des jalousies entre élèves, popularité, les petits copains, voilà. C'est vraiment, c'est de la lecture jeunesse, donc je sais un peu à quoi m'attendre, mais c'est vrai que ça tourne beaucoup autour de ça. Après, il y a tous les mystères qui relèvent de l'école, et les mystères en soi, c'était plutôt intéressant. Moi, ce que j'ai moins aimé, c'est la conclusion de ces mystères. Si vous voulez, il se passe des choses au cours de cet été, et en fait, c'est bien expliqué à la fin, mais alors l'explication, elle m'a juste pas convaincue. Enfin, si vous voulez, il y a des passages. Par exemple, pour ceux qui ont lu le livre, ils verront sûrement de quoi je parle. Comment Ali et sa copine se font, pas agresser, mais entendent des bruits étranges la nuit près du potager de l'école, je crois. Elles se mettent à courir, elles se font pourchasser par on ne sait pas quoi. Sa copine se fait blesser et voilà, on continue la vie, etc.
Et en fin de livre, on apprend en fait ce qu'il est pourchassé, ce qui s'est passé. Mais alors ça tient en 2 phrases et je me suis dit, ah ouais, ah, c'est quand même assez bâclé. L'explication, je l'ai trouvée nulle. Faut dire ce qu'il y a, hein, je l'ai trouvé nulle. Pareil, il se passe quelque chose au bal de l'été, je crois. Quelque chose d'assez grave. Et pareil, l'explication, je suis passée à côté. Je sais pas. J'ai trouvé en fait les conclusions en fait, de tous ces mystères, tout ça, largement bâclé. Donc c'est pour ça, je suis emballée sans être emballée. Enfin, je sais que c'est de la littérature jeunesse, mais de toute façon, je vais continuer la saga et j'espère, je pense que ce sera peut-être mieux ficelé par la suite. J'ai continué par un livre que je n'ai pas en ma possession puisque je l'ai emprunté à la bibliothèque. Il s'agit d'Harlan Coben, le titre c'est 6 ans déjà. Paru aux éditions, je ne sais pas. Si j'arrive à utiliser mon nouveau logiciel de montage, je vous mettrai par là ou par là la couverture du livre. Et l'édition, parce que pour le coup, moi j'ai eu une édition assez spéciale puisque c'est ma mère qui a commandé ce livre et elle l'a pris en gros caractère dans une édition que je ne connais pas. Donc ce livre avait plutôt bien commencé. Jack a dit adieu à l'amour de sa vie 6 ans plus tôt quand il l'a vu se marier avec un autre homme et qu'il lui a fait la promesse de ne plus jamais la recontacter pour quoi que ce soit. Donc 6 ans plus tard, il tombe sur la rubrique nécrologique de cet homme qu'elle a épousé 6 ans plus tôt. Et on ne sait pas pourquoi dans sa petite tête, cet homme va se mettre dans l'idée de rechercher son amour perdu. Alors l'histoire était très très bien pensée, j'ai trouvé. Et on a beaucoup de révélations dès le début du livre, ce que j'ai trouvé vraiment pas mal. Et après, ça se dégrade. Je n'ai pas compris. Il mène son enquête et on a l'impression que l'auteur veut faire du suspense avec tout. Avec tout et n'importe quoi. Toutes les personnes qui l'interrogent, on a l'impression qu'elles sont suspectes, qu'elles savent quelque chose mais qu'elles ne veulent pas le dire, qu'elles cachent quelque chose. Voilà. Donc au bout d'un moment c'est un peu énervant quand il est à la 25e personne qu'il rencontre, voilà, ça n'avance pas. Pareil, la sœur de cette fameuse femme, il va la voir, elle est mais très très suspecte, hein, vraiment, elle veut pas lui parler, elle lui referme la porte au nez, comme si elle le connaissait pas alors que quand même ils ont presque été beau-frère, belle-sœur. Alors que... Je suis désolée, hein, je vous spoil, mais alors elle ne sait rien du tout, hein. La pauvre fille, elle ne sait rien du tout. Enfin non, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Après, si on est adepte de romans policiers, de thrillers, on se doute rapidement de pourquoi elle a disparu, cette jeune dame, il y a 6 ans, et pourquoi elle veut que personne ne la recherche. Non, franchement, je vous le conseille pas forcément. Si vous voulez plutôt commencer sur du Harlan Coben, commencez par Une chance de trop qui est bien meilleur je trouve. Et voilà. On continue dans les thrillers, du temps qu'on y est, pourquoi pas. Et là je vais éviter de comparer parce que c'est pas comparable du tout. J'ai lu La Conjuration primitive de Maxime Chatham, publié aux éditions Albin Michel. Et comment vous dire que moi j'ai adoré ce livre, c'est un coup de cœur, c'est un livre... En même temps je suis fan de Maxime Chatham donc ça ne pouvait pas en être autrement. Et nous suivons une équipe d'inspecteurs, je ne sais plus de quelle brigade criminelle exactement à Paris. Nous suivons donc ces inspecteurs qui enquêtent sur différents meurtres qui se passent un petit peu partout en France, avec des tueurs différents, mais sur chaque scène de crime est retrouvé le même symbole, donc qui relie tous ces tueurs ensemble sans qu'on ne sache vraiment quel rapport ils ont entre eux. Après, il n'y a pas qu'en France, ça s'étend un petit peu partout en Europe. Donc voilà, l'enquête est menée et au cours de cette enquête, il y a des rebondissements de fou.
j'ai trouvé, je me suis laissée prendre, à chaque fois je suis tombée dans le panneau, à chaque fois je me suis dit non, non ça peut pas être ça, c'est pas possible. Ah oui non c'est pas ce que je pensais hein, c'est sûr mais c'est encore pire. Non non il y a des rebondissements de folie dès le milieu du bouquin, poif, on se prend ça en pleine tête, le final est juste éblouissant. J'ai adoré. Vous voulez être surpris, vous voulez pas vous douter un instant de la finalité, lisez ce livre. Franchement, c'est un des meilleurs thrillers que j'ai jamais lu. Après, il faut avoir le cœur bien accroché parce que c'est super sanglant. Hein. Après, aucun détail ne vous est épargné. On assiste aux autopsies, on se rend sur les scènes des crimes avec le... Voilà, on a vraiment tous les détails, donc c'est vraiment très gore. Hein. Inutile de vous dire que les crimes, ils sont juste affreux. Rentrer là, dans la tête du tueur, mais... C'est horrible. Mais on rentre... Je ne sais pas si vous avez lu la trilogie du mal de ce même auteur, mais on plonge encore plus profondément dans la psychologie de ces tueurs et dans la profondeur du mal. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est juste... En plus, dans ce tome-là, il y a un petit rappel de la trilogie du mal qui est vraiment très sympa, j'ai trouvé. C'est un petit aparté. Mais moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré ce livre. C'est un gros coup de cœur. Dans la catégorie thriller, c'est... Moi, j'ai adoré, tout simplement. On continue sur les coups de cœur, du temps qu'on y est, pourquoi se priver? J'ai lu le tome 1 de La Passe Miroir, Les fiancés de l'hiver, de Christelle Dabos, aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, celui-là je l'ai eu pour mon anniversaire et malgré tous les livres que j'ai à lire qu'on m'a prêté, je ne pouvais pas m'empêcher de le lire. Parce que c'est tout simplement, rien que l'objet livre, moi je l'adore. Je pense que je vais me répéter... Ah, j'arrive plus à parler. Je vais me répéter 25 000 fois, mais je trouve cette couverture magnifique. C'est toute beauté. Et à l'intérieur, donc le contenu est tout aussi fantastique. Donc c'est l'histoire d'Ophélie, qui est une jeune fille assez banale, qui vit sur une arche. Je ne sais plus le nom de son arche, j'ai déjà Anima, sur l'arche d'Anima, où c'est un petit peu une arche familiale, où tout le monde se connaît ou presque, où tout le monde est cousin. Voilà. Et cette jeune fille travaille dans un musée et a un talent particulier, c'est de passer à travers les miroirs pour se déplacer. Et elle peut lire les objets, c'est-à-dire qu'elle pose la main sur un objet et elle est capable de vous dire à qui il a appartenu, ses différents propriétaires, les différentes époques, sa fabrication. Bref, tout ce que vous voulez savoir sur cet objet. Et elle se retrouve fiancée de force à un homme qu'elle ne connaît pas, qui vient d'une autre arche, une arche bien plus au nord, qui s'appelle la Citaciel et qui est un petit peu la capitale de ce monde-là. Là où se trouve la cour, elle va rencontrer son futur fiancé et ils vont partir ensemble à la Citaciel. Elle doit le suivre jusqu'à leur mariage, qui se doit se dérouler 1 an plus tard, je crois. Et donc voilà pour l'histoire. Moi j'ai adoré ce livre parce que déjà du point de vue des personnages, Ophélie c'est tout sauf la jolie fille blonde, belle, enfin. C'est pas du tout un stéréotype des héroïnes qu'on a l'habitude de voir. C'est une fille toute simple, myope avec des grosses lunettes, très maladroite, toujours malade, qui est vraiment l'antithèse des héroïnes qu'on a l'habitude. Son fiancé, on est sur la même chose, il est pas du tout avenant, il parle pas, il est bourru, il est grand ou maigre. Voilà, c'est loin de l'image du prince charmant qu'on connaît. Leur histoire d'amour, c'est pareil, on est loin de la romance à la Disney, magnifique et tout.
Et après, l'histoire est vraiment très originale, j'ai trouvé. Parce qu'on se retrouve dans un univers qu'on ne connaît pas du tout, puisque c'est pas une dystopie, enfin c'est du fantastique, on n'est pas dans notre monde à nous, on est dans un univers qu'on ne connaît pas, et grâce aux descriptions, Christelle Dabos arrive à nous mettre dans cet univers et on s'y intègre parfaitement. Et pourtant, c'est pas un univers facile à décrire, parce que quand elle arrive à la Cité ciel, toute cette arche, tout le monde joue sur les illusions. Il y a pas mal d'illusionnistes. Tout est créé par illusion, donc comment démêler le vrai du faux, comment se représenter quelque chose qui n'est qu'illusion, c'est pas évident, et pourtant on y arrive très bien grâce à la plume de l'auteur qui est juste parfaite, très fluide, très facile à comprendre. Et donc on se met à la place d'Ophélie et on essaye de comprendre comment se construit cette société qui est complètement différente de l'Arche d'où elle vient. Je vous rappelle la famille, etc. Là on est dans des luttes de pouvoir, on est dans de la manipulation, des assassinats. C'est vraiment l'opposé et il faut que Ophélie survive à cette société jusqu'à son mariage où elle devrait asseoir sa position parmi les grands de cette cour. Bref, c'est un beau coup de cœur. J'ai hâte de lire la suite puisque je l'ai aussi dans la palle. Mais j'attends d'avoir passé le mois de décembre, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Je ne sais pas si je vais la publier avant ou après. Ça concerne les challenges de l'imaginaire. Vous verrez, je vous explique tout en détail dans une autre vidéo. Il me reste plus que 2 livres à vous présenter. Je me suis attaquée au très célèbre Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, paru aux éditions PKJ. Donc moi je l'ai en e-book, c'est-à-dire que je l'ai aux éditions 12-21. Nous suivons Emma, qui est une jeune lycéenne qui a perdu son père, dont la mère l'a abandonnée. Et donc elle est obligée de vivre avec son oncle et sa tante. Malheureusement ça se passe pas très bien avec eux. Elle sert un petit peu d'esclave à son oncle et sa tante. Et donc elle va concentrer toute son attention sur le lycée afin d'avoir des super notes et afin d'avoir la possibilité de partir à l'université avec une bourse puisqu'elle s'investit aussi dans le sport, etc. Mais voilà, elle concentre sa vie uniquement là-dessus et a très peu d'amis, elle a une amie. Et elle va voir un petit peu son monde bouleversé quand Evan, un nouvel élève, va arriver et va décider de s'intéresser à elle et de savoir pourquoi elle est si solitaire, pourquoi sa seule raison de vivre au final c'est les études et le sport. Et voilà, on part de ce postulat-là pour ce livre. Et moi, je lutte pour ne pas dire que j'ai adoré, parce que j'ai du mal à dire que j'ai adoré un livre qui traite de ce thème-là. Mais ça a été un vrai coup de cœur. J'ai eu beaucoup de coups de cœur là ce mois-ci, j'ai eu 3 coups de cœur quand même. Hein. C'est rare. Mais j'ai vraiment aimé ce livre, parce qu'on passe par tellement d'émotions. C'est un truc de fou, en fait. Parce que on commence par de l'incompréhension. On continue avec de la colère, de la peine, de la joie aussi, heureusement, de l'espoir. Donc c'est vraiment toute une myriade d'émotions qui nous passent à travers et c'est ce qui m'a fait apprécier ce livre. Et on s'attache forcément à Emma parce que ce qu'elle vit c'est juste horrible. On peut pas rester insensible à ce qu'elle vit, à ce qu'elle subit et donc voilà, moi j'avais adoré. Et puis ce final, c'est un final de fou. Mais qu'est-ce qui est passé par la tête de l'auteur pour finir un truc comme ça? Heureusement que j'avais le tome 2 à proximité parce que j'ai enchaîné sur le tome 2 parce que c'était juste pas possible de finir comme ça. C'était pas possible. Voilà, je vais vous parler du tome 2 juste après, mais
Pour ce tome 1, c'est vrai que ça a été une très belle découverte. Après, j'ai juste un petit point négatif là en tête parce que voilà, ça m'a un peu gênée sur le coup. Evan, c'est un garçon gentil, doux, attentionné. C'est une très très belle personne, vraiment le boyfriend idéal. Mais alors, j'ai pas compris à un moment sa réaction. Je l'ai trouvé excessive, je l'ai trouvé gamin, je l'ai trouvé... Pour quelqu'un qui veut aider Emma, je l'ai trouvé vraiment distant sur ce coup-là. Bref, c'est juste ce petit point qui m'a dérangée, mais bon. Après, l'histoire en général est juste bouleversante. Donc j'ai enchaîné, hop, par Ma raison d'espérer, le tome 2. La suite donc de Ma raison de vivre, toujours par Rebecca Donovan, aux éditions PKJ, et moi donc je l'ai dans l'édition 12-21. Et heureusement que j'avais ce tome 2 à proximité, parce que attendre un an pour connaître la fin, enfin pour savoir ce qui se passait après cette fin de fou, j'aurais pas pu. Je ne sais pas comment on fait les gens. Mais j'ai recommencé ce tome 2 en ayant une idée. Peut-être pas précise, mais une bonne idée de ce que ça allait être. Et je me suis complètement trompée. Enfin, j'ai été un peu énervée contre l'auteur. Parce que tout ce qui se passe à la fin du tome 1, c'est juste expliqué en 2 pages au début de ce tome 2. La conclusion, elle est là, dans les 2 premières pages du tome 2. Donc je me suis dit, attendre un an pour avoir une conclusion si brève. Bon, après on le reprend un petit peu à la suite, mais... Ah, j'avais les boules, hein. Et je me suis dit, j'aurais attendu un an, ça aurait été pas cool. Je veux bien que l'auteur fasse du suspense et appâte un petit peu le lecteur pour lire tome 2, mais là j'ai trouvé ça un petit peu pas cool du tout. Après j'ai été plutôt déçue dans l'ensemble par ce tome 2 parce que ça prenait une tournure que je n'aimais pas. Moi je m'étais fait une idée, pas précise, mais bon voilà, une petite idée de ce vers quoi ça pouvait tendre, et en fait pas du tout. Les personnages qui étaient si importants dans la vie d'Emma dans le tome 1, j'ai trouvé qu'ils prenaient beaucoup de distance dans ce tome 2. Déjà dans toute la moitié du tome 2, elles sont quasiment pas présentes, alors qu'avant c'était sa raison de vivre. C'est la poisse de vidéo. Je n'en verrai jamais le bout. Eh bien oui, la batterie a lâché en plein milieu du tournage et je n'ai pas pu continuer à vous expliquer ce que j'ai pensé de ce livre. Je promets me rattraper forcément. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez toujours aller sur mon blog, vous avez la chronique écrite. Ce sera beaucoup plus simple. Et sinon, je vous souhaite une très belle journée, de très bonnes lectures et à très bientôt.